Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Chanter en chœur, ça s'apprend, le podcast des amoureux du chant choral. Je suis Anne Le Goff, chanteuse, chef de chœur et professeure de chant depuis plus de 20 ans. Et ici, nous parlons de voix, de chant et plus particulièrement de chanter ensemble. Les liens, bonus ou images dont je vous parle dans les épisodes sont à retrouver sur mon site annelegoff.fr. D'habitude, Le Goff, ça s'écrit en 2 mots et j'y tiens beaucoup, mais pour cette fois, Anne Le Goff, c'est tout attaché. Alors, si vous avez bien fait votre échauffement, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans ce podcast Hélène Hérault. Hélène, je l'ai rencontrée dans le chœur Microcosmos et on a partagé beaucoup d'aventures ensemble, à tel point qu'on a décidé de créer le trio Les Trois Moustiquaires avec notre acolyte Madeleine Sor. Hélène est soprano et elle chante notamment dans un chœur de femmes qui s'appelle Insieme, dont elle a participé à la fondation en Normandie. Et elle est aussi chef de chœur puisqu'elle dirige le chœur d'hommes de Rouen depuis 2020. Mais le métier d'Hélène, c'est professeur de formation musicale. Moi, j'aime bien l'embêter en lui parlant de solfège parce que c'est un mot que je continue à bien aimer, sans doute parce que j'ai eu la chance d'avoir des professeurs qui ont su me faire aimer le solfège. Mais il paraît que maintenant, on ne dit plus ça, on parle de formation musicale. Et de fait, c'est un terme qui donne effectivement une vision un peu plus large. On pourrait dire qu'en formation musicale, il n'est pas question de former des théoriciens, des gens qui soient experts en théorie musicale, mais bien des musiciens avec la dimension de culture et de sensibilité que ça implique. Aujourd'hui donc avec Hélène, nous allons parler de la place de la voix et du chant dans ces cours de formation musicale. Salut Hélène. Salut Anne. Merci beaucoup de bien vouloir te prêter au jeu de ce podcast. De rien. Ma première question, c'est celle que j'ai envie de poser à tous mes invités. Qu'est-ce que c'est pour toi chanter en chœur ? Ça m'envoie sur pas mal de pistes, alors il faut que j'en choisisse une. Éventuellement, tu peux aussi en citer plusieurs. Déjà, ça m'évoque un groupe de personnes. J'avais beaucoup, dans ma formation de base, que je faisais du violon et j'ai fait beaucoup d'orchestre. Et en gros, allier la pratique vocale avec cette formation de chœur, en fait, ça m'a rappelé l'orchestre, toute l'ambiance qu'il y avait dans ce groupe de musiciens. Et pour moi, c'était la version mais chantante et donc encore mieux. Ouais, donc on peut dire que pour toi, l'idée du chant en chœur, c'est vraiment l'idée du groupe, du collectif qui fait quelque chose ensemble. Ouais. Cool. Alors, je l'ai dit en introduction, tu es professeur de formation musicale au Conservatoire de Dieppe, ça je ne l'avais pas dit. Est-ce que tu peux nous dire quel genre d'élèves tu as, quels âges ils ont peut-être, quelle est la formation qu'ils font au conservatoire ? Dans mon boulot, là, j'ai vraiment toutes les tranches d'âge. Ça va des petits de 7-8 ans qui commencent l'instrument et ça va jusqu'à des personnes on peut dire de 7 à 77 ans, hein, même peut-être un peu plus parfois. Okay. Et je travaille aussi beaucoup avec des adolescents dans un cursus qui s'appelle les classes horaires aménagées voix. Avec les chaves. Ouais, les chaves. Ouais. C'est pas trop moche comme mot encore ça. Disons que ce sont des collégiens. Là, c'est vraiment, ils pratiquent à partir du collège. Certains sont issus d'un cursus instrumental, d'autres viennent vraiment parce qu'ils aiment chanter. Et du coup, la particularité de ces classes-là, c'est donc qu'elles ont, alors je sais pas, c'est une après-midi, peut-être 2 qui sont libérées pour pratiquer exclusivement de la musique ? En tout cas, à Dieppe, c'est une après-midi de libéré Okay. pour venir au conservatoire. Et après, ils ont plusieurs cours avec nous, mais au collège, ils ont aussi un cours supplémentaire avec un autre professeur. D'accord. Donc, ils ont un cursus vraiment renforcé en musique et la spécificité voix, quoi. Okay. Donc, avec des cours de chant, de la chorale et un peu de formation musicale. Ok. Toi, tu es chanteuse, mais est-ce que dans ta formation musicale à toi, dans ton apprentissage, disons théorique, est-ce que tu as beaucoup eu l'occasion de chanter ? Et si oui, quels souvenirs tu en as quand tu étais petite ou ado ? Je sais pas si c'est vraiment
l'école de musique où j'étais, que j'ai vraiment appris à chanter là, où j'ai eu le goût. J'ai des souvenirs de beaucoup de solfège vraiment à la table. On chantait pas beaucoup, hein. Après, si, on chantait des petites choses, mais ouais. Ouais, c'est venu après plutôt C'est pour pas toi. mes souvenirs bah, après, avant, c'est venu avec, par exemple, à l'école. À l'école, on avait des chorales. Je me rappelle de regroupements de chorales. On était vachement... on chantait les mêmes choses, quoi. C'était pas des choses à plusieurs voix, mais c'était déjà une première expérience. Mhm. Et après, c'était plutôt à la messe. Ouais, bah, c'est aussi une occasion de Voilà, chanter. Ouais. où j'ai appris à faire des secondes voix parce que je m'ennuyais un petit peu. Donc ça m'amusait beaucoup. Mais ouais, j'ai développé ça pas mal là. Ok, mais pas spécifiquement de chant, en tout cas dans ta formation initiale, quoi. Non, j'ai toujours aimé chanter, mais le chant dans les écoles de musique que j'ai faites, pas trop. Ok. Plus à l'école, même au collège aussi, Mhm. au lycée, avec l'option musique, il y avait des chœurs. Et après, ça a été plus à la fac que ça a commencé à se développer avec l'ensemble vocal de la fac. J'ai commencé aussi le chant là-bas. Ouais. Mais finalement, si j'entends bien, c'était plus des expériences presque un peu annexes, mais pas forcément dans le dispositif de formation, quoi. Il y avait Non, pas, la voix n'était pas utilisée comme outil de formation. pas dans les écoles où j'étais. Ok. Et donc ensuite, tu as fait un CFEDEM. Donc ça, c'est une école après le bac ou même encore un peu après, parce que tu parlais de la fac. Donc c'est peut-être encore après la fac que tu as fait le CFEDEM. Ouais, en soi, on peut le faire même après le bac. Ouais. C'est Mais dans ton plus, cas, c'était après une licence, c'est ça? moi, c'était après une licence Ok. parce que j'avais pas encore mon mon DEM de Ok. formation musicale. Donc tu as fait une licence de musicologie. Ouais. Et donc ensuite un CFEDEM. Alors le CFEDEM, c'est une école donc qui nous permet de passer un diplôme d'enseignement. Donc toi, c'était dans ta spécialité de formation musicale. Et alors est-ce que dans cette formation-là, cette fois-ci d'enseignant de formation musicale, est-ce que vous aviez des cours spécifiques à la voix ou au chant choral pour savoir l'enseigner? Disons que c'était pas enfin, le diplôme est un peu différencié dans le sens où on est tous profs, on a tous un diplôme d'état de professeur de musique. Et après, moi, c'est comme une option. Mhm. C'était option formation musicale, d'autres, c'est option instrumentale. Et puis, en gros, de classique à contemporain. Enfin bon, il y a des disparités comme ça. Mais en soi, on a eu la même formation, tous. Il n'y avait pas vraiment de choses très différentes. Donc, j'ai pas eu de cours spécifiques pour ça. Par contre, on avait à faire des projets musicaux en nous demandant de nous former en fait pour faire nos projets. Donc c'était à nous d'aller chercher les personnes ressources pour pouvoir construire notre projet. Donc avec ça, oui, j'ai fait appel à des profs de chant. Après, la dimension chant choral au CFEDEM, non, pas trop. Ok. C'est plus mon vécu que j'avais à Microcosmos à ce moment-là, Mm. qui m'a permis d'évoluer là-dedans. Mais Oui, donc quand même, ça veut dire que dans l'enseignement aujourd'hui de la formation musicale, on n'utilise pas ou peu la voix, en tout cas dans les écoles dans lesquelles toi tu as pu aller. oui et non, parce que, enfin, disons que, en tout cas au CFEDEM, le but c'est pas de nous enseigner une façon de faire, Mhm. c'est plus de partir de ce qu'on a vécu Ok. et de réfléchir à comment on peut faire autrement. Après, on allait voir aussi, on avait des observations, donc on a pu aller piocher à droite à gauche des choses qui étaient faites et puis y réfléchir, quoi. Ok. Et du coup, toi, puisque tu es chanteuse, est-ce que tu utilises beaucoup la voix et le chant dans tes cours? Et aussi, parce qu'on a compris que tu avais des classes un peu spécifiques vocales, mais est-ce que tu les utilises aussi dans tes cours qui ne sont pas destinés spécialement à des chanteurs? Et si oui, pour quelles raisons tu utilises la voix? Qu'est-ce que tu trouves que ça apporte dans tes cours? Alors moi, oui, j'utilise énormément la voix parce que c'est ce qui me porte musicalement et donc du coup, je pense que c'est ce que je peux le plus apporter aux gens. Mhm. Euh, et ce que j'adore, c'est mon petit cheval
de bataille de ma vie. C'est de donner envie aux gens de chanter, parce que souvent il y a eu des souffrances dans l'enfance, des gens qui ont souvent eu des remarques désobligeantes, comme quoi ils chantaient faux, et tout ça. Tu vas faire tomber la pluie, tu chantes comme une casserole. Ouais. Et donc du coup, ma philosophie d'enseignement, c'est de redonner envie aux gens de découvrir leur instrument vocal, mais sans forcément en faire des chanteurs. Ouais. Après, il y en a quand même pas mal, au final, qui se sont mis à faire du chant après. Mais moi, dans mon idée, c'est de développer l'outil vocal, parce qu'en utilisant la voix, en fait, on va beaucoup plus loin dans certaines notions qu'avec l'instrument, où il y a toute une technique à apprendre. Donc ça met plus de temps à accéder à des choses qu'on peut chanter très facilement sans les réfléchir, sans les comprendre. Donc pour moi, c'est quelque chose très important, et en plus ça sollicite le corps, on dynamise tout de suite, on met en jeu les élèves, les adultes, les ados, on les met forcément en mouvement, quoi. Je sais que j'ai une collègue, Françoise Cornu, qui utilise énormément tout ce qui est jeux vocaux, à faire, on joue, mais après il y a un cadre, mais on joue avec le corps, on joue avec la voix, avec ce qu'on utilise dans la vie quotidienne, et que ce soit les enfants, les ados ou les adultes, tous arrivent à se lâcher dans ces exercices, et puis à y prendre goût, et à être inventif. On développe pas mal de choses avec ça. Peut-être à retrouver aussi l'idée de jouer de la musique au sens jouer, comme un jeu. Ouais. Et tu as déjà un peu répondu, je crois, à la prochaine question, mais je te la pose quand même. Peut-être tu as des choses à rajouter. Mais selon toi, le fait de chanter dans la formation d'un instrumentiste ou d'un musicien en général, qu'est-ce que ça apporte de plus que quelqu'un qui ferait du violon et de la formation musicale? Qu'est-ce que ça peut lui apporter de chanter beaucoup dans sa formation? Je crois beaucoup que si on chante ce qu'on doit jouer, on fait beaucoup avancer le travail. Si je prends exemple dans mon vécu, je savais chanter, je savais jouer juste du violon, mais parfois je passais pas du tout par le chant. Et en fait, je me rendais compte que si j'avais un peu mis en commun les deux, j'aurais été vraiment beaucoup plus vite musicalement. Sur des questions de phrasé, tu veux dire? Ou de savoir où je vais, de connaître ma phrase, de savoir... de savoir qu'est-ce que je veux en faire, et puis de savoir l'entendre à l'avance, des choses comme ça. C'est vrai qu'on dit souvent ça, qu'un instrumentiste, s'il ne sait pas chanter je ne sais plus comment on le formule, mais en tout cas qu'un instrumentiste doit vraiment savoir chanter sa ligne s'il veut la jouer correctement. Oui, bon, après, c'est vrai que ce n'est pas toujours vrai sur tous les instruments. Moi, j'y crois beaucoup. Moi, je passe par ça. Et puis, je trouve que c'est un bon lien entre justement le prof de formation musicale qui développe cet outil. Et je trouve que c'est un bon outil aussi à réutiliser par le prof d'instrument, qui peut aussi faire ce lien-là. Parce que souvent, on reproche à la formation musicale ou au solfège d'être déconnecté, on ne comprend pas pourquoi on fait ça, etc. Et moi, je trouve que si on utilisait plus cet outil de manière commune, en fait, ça ferait un élément fédérateur. Fédérateur, en tout cas qui serait utilisé dans l'un et dans l'autre, donc on pourrait comprendre son utilité. Oui, ça pourrait faire le lien entre le prof d'instrument et le prof de formation musicale, entre la théorie et la pratique en tout cas. Ouais. Et après, il y a des instruments, en fait, par exemple, tous les instruments, les cuivres ou tout ça, où ça se joue beaucoup sur des harmonies, s'ils n'entendent pas à l'avance, en fait, ils ne peuvent pas savoir ce qu'ils vont jouer. Donc il y a toute une dimension là. Après, il y a l'histoire de transposition et tout ça, mais il y a quand même quelque chose où il faut que je sache ce que je vais jouer. Sinon, en fait, on peut aller complètement à côté. Après, aussi, c'est de savoir ça, de savoir comment ça doit sonner, quelle est la phrase musicale qu'on veut jouer. Ça amène aussi quand on joue, à se rendre compte si on est à côté ou pas, quoi. Parce que parfois, on a des sensations un peu bizarres quand on oublie quelques dièses ou bémol à la clé. Si on sait ce qu'on doit jouer ou chanter, forcément, l'oreille fait le travail aussi. En fait, ça développe énormément l'oreille. Voilà, pour moi, c'est un grand outil qu'il faut développer.
Ouais, on est d'accord là-dessus. Mais c'est un outil, quoi. Je ne vais pas dire vous allez chanter. Enfin, c'est pas se mettre en avant ou développer la voix. Enfin, c'est vraiment un outil pour moi. Oui, c'est pas devenir un chanteur Non. qui sait parfaitement tout maîtriser, mais par contre prendre du plaisir à chanter et y trouver du phrasé, de la musique en fait, faire déjà de la musique avec sa voix pour pouvoir la faire à son instrument. Même découvrir, parce que c'est vrai que après tout, bon, c'est au niveau des adolescents là plutôt. Il y a tout un accompagnement aussi à faire parce que entre quand ils arrivent en 6e, ils ont une voix encore de petits et surtout chez les garçons, en fait c'est la transition vers la mue et du coup en général quand on les quitte en 3e, ils ont changé leur voix. Donc c'est aussi tout ça de leur faire prendre des repères dans leur nouvelle voix, leur faire comprendre un peu comment ça fonctionne. Et chez les adultes, souvent, c'est pas réglé. Enfin, tout dépend. Hein. Il y en a qui ont des pratiques, mais la plupart, il faut faire ça. Il faut faire ce travail-là. Du coup, c'est intéressant en fait d'apprendre à se reconnecter à sa voix et l'utiliser, quoi. Mais chez les femmes aussi. Hein. Oui, il y a une mue aussi, même si elle est moins grande que chez les hommes, elle existe aussi. Et c'est vrai que là, je te rejoins sur beaucoup de points, hein, mais effectivement, il y a encore plein, même de femmes qui ne savent pas exactement où se place leur voix, qui pensent avoir une voix aiguë alors qu'elle pourrait être plus grave si elle la plaçait à sa hauteur réelle et inversement. Enfin, effectivement, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas dire où est leur voix, en fait, à quel endroit est leur vraie voix parlée, entre guillemets. Déjà parlée, tu vois. Oui, aussi, oui. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux nous dire encore, je sais pas, au sujet de la pratique du chant en chœur ou bien au sujet de la formation musicale, un message à faire passer sur la formation musicale? Il y aurait pas mal de messages, mais en tout cas, pour moi, la formation musicale, je le transmets beaucoup par la voix parce que c'est ce qui m'anime. Donc après, il faut pas non plus donner une recette magique à des gens si c'est pas quelque chose qui est vécu. Mais en tout cas, moi, c'est sûr que c'est quelque chose que je développe beaucoup. Et après, ça se fait de plus en plus. On va de plus en plus vers ça. Enfin, j'ai l'impression. Oui, la voix, le corps, le jeu, j'imagine que. Ouais. Parce que le solfège, pour le coup, avec son ancien nom, a été vraiment beaucoup décrié. Enfin, moi, je me souviens dans mes années de conservatoire, de profs qui eux-mêmes, de profs d'instruments, qui eux-mêmes laissaient passer vraiment le message à leurs élèves que, en gros, comme on disait, le solfège, c'est chiant. Enfin, il y avait vraiment ce message-là qui passait. Et alors, moi, j'ai eu la chance d'avoir des profs très chouettes, sans doute, mais je me suis jamais ennuyée en cours de solfège. Et peut-être que c'est pour ça qu'on a changé le mot, je sais pas, mais en tout cas, comme je disais, la formation musicale, c'est effectivement plus large. Et donc, c'est intéressant, je trouve, d'utiliser justement la voix, le corps et aussi les spécificités du prof. Donc toi, en l'occurrence, beaucoup la voix. Et je trouve que c'est... Après, là, je crois que c'est l'étape même suivante parce que finalement, ça vient d'une réforme formation musicale où au lieu de fabriquer des choses, des choses complètement... pas musicales, en fait, on s'est dit que... théorique ou même les lectures, finalement, dans de l'eau, des choses comme ça, c'est des trucs, ça peut être utile dans certaines situations, mais je veux dire, c'est quelque chose, ça fait pas partie, c'est pas de la musique à la base. Alors que dans de l'eau, pour ceux qui connaîtraient pas, c'est juste des lignes avec plein de notes qui se suivent et qui créent pas forcément effectivement une ligne musicale, mais qui sont juste faites pour finalement s'entraîner à lire et parfois à lire dans toutes les clés. Oui, même à lire. Mais et donc du coup, la réforme, c'était le but de ramener de la musique et donc de s'appuyer plutôt sur des choses, des compositions déjà faites en fait, de s'appuyer plus sur la musique. Là, je pense que c'est encore autre chose. Après, c'est qu'un mot. Enfin, je veux dire, si le solfège, ça fait référence au cours pour certains. Je pense qu'on va pas pouvoir l'effacer en fait. C'est ancré. Et puis les parents, c'est surtout les parents qui véhiculent cette idée-là. Enfin, pour moi. Que leur vécu en fait qui a été vrai, mais ça change un peu parce que là maintenant on a beaucoup de parents qui viennent aussi faire de la musique et qui se rendent compte qu'en fait l'AFM, le solfège, formation musicale, c'est bien en fait, on s'ennuie pas, et les enfants en général ils s'ennuient pas non plus quoi, ils sont vivants, ils trouvent que c'est court, souvent, c'est une petite excuse, je trouve, parce que c'est pratique de dire je vais arrêter à cause de l'AFM. Ça peut arriver. Après, il y a aussi des profs d'instruments, je pense, qui ne savent pas ce qu'on fait encore. Oui.
Et en même temps, quand je dis ça, selon le prof, tout le monde fait des choses différentes. Donc, Oui. mais il y a encore, je pense, eux-mêmes ont vécu, comme tu disais, des choses, du solfège pas drôle et tout ça. Donc je pense qu'il y a aussi ce truc-là qui est encore ancré. Mais je trouve que ça évolue. En tout cas, à Dieppe, Oui. ça évolue. Et ouais, chouette, grâce à toi, Hélène, J'ai et à l'impression. tes collègues. Oui, non, c'est un travail d'équipe, avant tout. Ouais, bien sûr. Mais j'ai l'impression. Après, c'est aussi de se mettre en réseau. Je sais que dans le territoire normand, il y a eu quand même pas mal de choses de faites. Mais bon. Après, ça n'a jamais tué personne, hein, le solfège Non, à la dure. bien hein. d'accord. Et puis, on en fait. Enfin, on en fait aussi. Oui, il faut aussi apprendre à lire les notes et Oui, à voilà. lire les rythmes et à les connaître. Et Mais les bon, pratiquer. après, c'est très culturel, hein, parce qu'on va dans d'autres pays, c'est pas comme ça qu'ils font. Ils passent pas du tout par cet outil-là. Ouais, ça peut se contredire. Mais bon, moi, je pars du principe que de toute façon, on habite en France. Oui. Donc, autant développer ça. Et puis, je le justifie aussi beaucoup par le chant, parce qu'en fait, le système de solmisation, à la base, c'était pour que les chanteurs chantent juste. Donc, je le défends pas mal comme ça. Solmisation, donc, c'est le fait effectivement de chanter des textes avec le nom des notes au lieu de les chanter avec des paroles, c'est ça? Oui, et surtout à l'époque, il n'y avait pas toutes les noms des notes. C'était pour placer le demi-ton, de sentir le demi-ton, en fait, sentir l'échelle. Donc ça s'est un petit peu gommé en fait avec. Il y avait, en fait, si on veut aller dans les détails, il y avait ut, ré, mi, fa, sol, la. Donc le mi, fa plaçait le demi-ton. Donc c'était pour. Il y avait tout un principe de transposition pour justement aller sentir ce demi-ton. Et après, en fait, déjà on a transformé ut en do parce que c'était plus facile à chanter. Ut, ça coupe le son, alors que do, on peut le chanter plus facilement. C'était juste pour ça. Et ensuite, ils ont calqué l'échelle musicale occidentale au nom de notes. Donc du coup, ça a simplifié d'une certaine manière, mais ça a gommé complètement le principe de base. Mais bon, moi, je m'en sers quand même, parce que c'est vrai que parfois, quand on passe par le nom des notes, on peut un peu plus cibler où est le problème. Oui, et puis sentir des choses. Moi, je suis d'accord avec toi. Je trouve que ça présente aussi un intérêt. Tant qu'on continue à faire de la musique avec ça, en fait, c'est intéressant. Ouais. Et après, c'est aussi un des liens qu'on peut avoir entre le prof d'instrument et le prof de FM, et puis les pratiques d'orchestre, tout ça. C'est comme un code. On se réfère à ça. C'est pratique, quoi. On parle le même langage, et puis on peut plus savoir où on en est, etc. Bon, à développer. Ok, super, merci pour tout ça. Alors le bonus du jour, c'est toi qui nous le proposes, Hélène. Est-ce que tu veux bien nous dire de quoi il s'agit ? Donc, il s'agit d'un petit projet musical qu'on a mis en place avec une classe de 3e cycle, donc des grands. En gros, ils arrivent au lycée, même il y a des adultes aussi. Et donc pendant l'année dernière, où c'était un peu encore dans les confinements et tout ça, je suis partie du principe qu'on allait faire un projet musical, une sorte de création, qui mêlerait du chant choral, pour le coup, en polyphonie, et puis des pièces instrumentales. Un de mes axes, c'était la gamme par ton, et puis, je sais plus, des choses assez rythmiques. Voilà, on est parti de ça, et du coup, ça a été aussi mis en scène. Il y avait un petit travail comme ça, et on s'est filmé parce qu'on ne pouvait pas avoir de public. Donc, il y a eu tout un travail aussi de montage. Voilà, quelque chose d'assez complet, parce que c'est aussi ce que je défends dans mon enseignement. Tu formes des artistes, quoi, finalement. Exactement. Et surtout quand ils arrivent en 3e, je me dis qu'ils ont appris plein de choses, en 3e cycle, je me dis qu'ils ont appris plein de choses, et que c'est le moment aussi de l'exploiter, et puis de leur donner des outils pour se dire, une fois que j'aurai quitté le conservatoire, qu'est-ce que je peux faire par moi-même ? Comment je fais pour aller chercher les personnes, comment je choisis mon répertoire, des petites choses comme ça, et puis après de le mettre en forme. C'est une première petite expérience. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire. Je ne dis pas que ça marchera, mais ça a donné ça. Donc, c'est une petite vidéo un peu expérimentale, mais mise en scène. Super. Et le lien, donc, à retrouver comme d'habitude sur le site annelegov.fr.
Merci beaucoup, Hélène. C'était de chouette rien. de parler de formation musicale avec toi. Oui, c'est chouette. Merci et sans doute à bientôt dans ce podcast. Oh. Et je rappelle qu'on peut retrouver Hélène aussi dans les bonus que je vous avais mis dans l'épisode 2 qui traitait de à quoi sert l'échauffement. Et le lien en bonus, c'était la bande-annonce du spectacle des 3 moustiquaires. Et donc, vous pourrez voir Hélène dans son rôle. Et puis, vous pouvez l'entendre aussi dans le bonus de l'épisode 4, où je vous avais mis cette fois-ci un audio des 3 moustiquaires toujours. À bientôt, Hélène. Merci. À bientôt, Anne. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner au podcast pour ne pas rater les épisodes suivants et surtout à me mettre plein de petites étoiles et de commentaires sur la plateforme où vous l'avez trouvé. Ça me sera d'une grande aide pour le faire découvrir à davantage de passionnés de chant en chœur. N'hésitez pas bien sûr à en parler à vos camarades choristes, mais pas pendant la répétition, et même à votre chef de chœur. C'est toujours intéressant pour eux d'avoir des ressources et pour moi d'avoir des retours. Si vous aimez mon travail, vous pouvez aussi me soutenir en prenant un abonnement sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif et les abonnements démarrent à 1 € par mois. Ça me permettra de continuer sereinement à réaliser ce podcast. Rendez-vous sur le site Patreon, Patreon, et vous cherchez Chanter en chœur tout attaché. Sinon, le lien est aussi disponible sur mon site annelegoff.fr, onglet podcast, où vous trouvez les bonus de chaque épisode. N'hésitez pas là aussi à me laisser des commentaires, vos questions ou les sujets que vous aimeriez que j'aborde. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chanter en chœur, ça s'apprend. D'ici là, prenez soin de vous et de votre voix.